6h20 du matin, 24 avril 1967. Le soleil n'est pas encore levé sur la steppe d'Orenbourg. Un hélicoptère soviétique se pose à 3 km du village de Karaboutak, à une soixantaine de kilomètres d'Orsk. Et ce que les hommes découvrent en descendant, c'est un cratère noir, au milieu d'une terre plate à perte de vue. Une odeur âcre. De la fumée qui s'élève encore d'une forme à demi fondue. Une capsule de 2 tonnes 800 qui est tombée à 140 km/h et dont les réservoirs de peroxyde d'hydrogène des moteurs d'orientation ont éclaté à l'impact, embrasant ce qui restait. À l'intérieur, ce qui reste d'un homme. Et la question qui se pose, immédiate, glaciale, et que personne autour du cratère ne peut plus chasser, pourquoi a-t-on lancé cet homme ? Pourquoi celui-là ? Et pourquoi aujourd'hui ? Regardez cette terre plate autour de vous. La steppe du Kazakhstan et celle d'Orenbourg se ressemblent. C'est plat, sec, infini. Au mois d'avril, la terre est encore dure du gel de l'hiver. Quand un objet de 2 tonnes 800 tombe à cette vitesse, il creuse son propre cratère. Tout autour, les sauveteurs trouveront des débris éparpillés sur plusieurs centaines de mètres. Des fragments de la protection thermique, des morceaux d'alliage léger, des lambeaux brûlés de ce qui ressemblait à du tissu. Les premiers militaires sur place pensent d'abord à un accident d'avion. Puis ils voient la forme générale du module, ses hublots, son armature. Et ils comprennent. Ce n'est pas un avion qui s'est écrasé. C'est quelque chose qui est tombé d'au-dessus, d'une altitude qu'aucun pilote n'a jamais atteinte. La suite, vous la connaissez sans la connaître. Un nom. Vladimir Komarov. Premier cosmonaute mort en vol. Et autour de ce nom, depuis, une autre histoire qui pousse. Plus simple, plus terrible, plus belle peut-être. Qui raconte qu'il savait, qu'il est monté quand même, qu'il a crié en tombant. Cette autre histoire, vous la croiserez sur Internet, dans des livres, sur des vidéos. Elle est plus dramatique que la réalité. Elle est aussi presque entièrement fausse. Mais la réalité, la vraie, est déjà assez terrible. Elle commence bien avant cette aube d'Orenbourg, dans une Moscou en guerre, en 1927. 16 mars 1927, Moscou. Dans une famille modeste, un père qui enchaîne les petits métiers, un fils qui vient au monde et qu'on appelle Vladimir Mikhailovitch Komarov. Presque rien à en dire, et pourtant tout part de là. L'URSS de la fin des années 20 n'est pas un pays pour les enfants calmes. C'est un pays où l'on apprend vite à se tenir droit. Staline consolide son pouvoir. Les purges commencent. Les familles modestes apprennent à se faire petites. Le petit Vladimir grandit dans ce climat. La guerre arrive. Il a 14 ans quand l'Allemagne attaque, et elle n'attend pas qu'il grandisse. À 15 ans, en pleine guerre, il entre à la première école spéciale d'aviation de Moscou. 1942, à peu de choses près. Les autres adolescents de son âge apprennent un métier. Lui, on lui apprend à piloter. Le ciel au-dessus de Moscou est encore un champ de bataille. La Luftwaffe a bombardé la capitale. La défense aérienne soviétique manque de tout. On ne lui demande pas son avis. On lui apprend à obéir vite, à tenir une machine en main, à ne pas avoir peur du vide. Il apprend tout ça. Et il le garde. Cette école spéciale d'aviation est une machine à fabriquer des officiers. Les cours sont durs, la discipline est militaire, les cadets vivent en internat. Komarov y reste jusqu'au bout, sans incident, sans éclat, sans reproche. 1949. La guerre est finie depuis 4 ans, et Komarov sort diplômé de l'école militaire d'aviation Serov, une école qui porte le nom d'un pilote de guerre. Il devient pilote de chasse. On l'affecte au 486e régiment de chasse, dans le Caucase du Nord. C'est là qu'il vole pour la première fois en formation, qu'il apprend à obéir à un chef d'escadrille, à suivre une trajectoire, à revenir vivant quand le moteur tousse. Le Caucase du Nord, en ces années-là, c'est encore une région à tension. L'air y est sec, les montagnes y sont rudes, on y casse des appareils. C'est aussi là qu'il devient l'homme qu'il sera pendant 10 ans. Un militaire de l'air,
discipliné, précis, silencieux. Il ne sera jamais un as de la communication, ni un tribun. Il sera autre chose. Un homme qui regarde la machine en face. Octobre 1950. Il épouse Valentina Yakovlevna. Elle deviendra Valentina Yakovlevna Komarova. Elle sera sa femme pendant 17 ans encore, et elle ne s'en remettra jamais vraiment. 2 enfants naissent de ce mariage, Evgeny et Irina. Une famille comme il en existe des milliers dans l'URSS d'après-guerre. Un mari pilote, une femme qui élève les enfants, des dimanches qu'on ne raconte pas, des permissions qu'on compte. Mais cette famille-là, dans quelques années, va se retrouver au centre de la plus grande histoire du XXe siècle, et personne ne l'a voulu. Vient alors le moment clé de ce portrait, celui que la légende oublie presque toujours. 1954. Komarov a 27 ans. Il entre à l'académie d'ingénierie de l'armée de l'air Joukovski, une école qui forme les officiers techniciens de l'armée de l'air et qui est l'une des meilleures de l'Union soviétique. Et il y reste 5 ans, jusqu'en 1959. Quand il en sort, il n'est plus seulement pilote. Il est ingénieur diplômé, il sait lire un schéma, il sait ce qu'est un circuit, un système, une pièce qui manque. Et dans la petite histoire de la cosmonautique soviétique, ce détail va peser d'un poids énorme. Parce que dans le premier groupe de cosmonautes, recruté l'année suivante, il sera presque le seul à comprendre la machine de l'intérieur, pas seulement à la piloter. Les autres apprendront à voler, lui saura aussi pourquoi la machine vole, et pourquoi, parfois, elle ne vole plus. Cette formation-là change la posture de Komarov. Au lieu de regarder le tableau de bord comme une surface de commande, il commence à le regarder comme un assemblage de systèmes qui peuvent se déranger. C'est un réflexe d'ingénieur. Et c'est ce réflexe qui, dans quelques années, fera de lui un interlocuteur crédible des hommes du bureau d'études et un témoin gênant quand la machine mentira. À la sortie de Joukovski, on l'envoie à Tchkalovski, le grand centre d'essai en vol près de Moscou. Pilote d'essai. Le métier le plus dangereux de l'aviation. On y casse des prototypes, on y note ce qui ne marche pas, on y meurt parfois. Tchkalovski, c'est la maison des hommes qui acceptent de monter dans des avions qui ne sont pas encore au point, pour dire aux ingénieurs ce que la machine fait et ce qu'elle ne fait pas. Komarov y reste plusieurs années. C'est là qu'il devient ce qu'il sera chez les cosmonautes. Un homme qui parle aux ingénieurs sans les mépriser, parce qu'il a été des leurs. Un homme qui sait ce que c'est qu'un défaut de conception, et un homme qui, un jour de mars 1960, va recevoir une convocation qui va changer sa vie et probablement fixer la date de sa mort. Car c'est là que le récit bascule. Le premier groupe de cosmonautes soviétiques est en train d'être constitué par l'armée de l'air. Une vingtaine d'hommes, presque tous des pilotes de chasse comme lui, un peu plus jeunes, un peu moins instruits. Et lui, Komarov, l'un des plus âgés, l'un des plus gradés, et presque le seul ingénieur du lot. Cette singularité-là, on ne la voit pas sur les photos officielles, où 20 hommes en bleu de travail sourient au même instant. On la verra dans quelques années, quand il faudra comprendre pourquoi les ingénieurs lui parlent, et pourquoi lui, en retour, sait se faire entendre d'eux. Voilà l'homme. Moscou, la guerre, une école d'aviation à 15 ans, le Caucase du Nord, un mariage, 2 enfants, et surtout ces 5 années à Joukovski qui ont fait de lui autre chose qu'un pilote. Voilà ce qui est entré, seul, dans la cabine du Soyouz 1, à 3h35 du matin, le 23 avril 1967. Un homme qui savait lire un schéma. Un homme qui savait aussi ce que c'est qu'un défaut. Et un homme qui, depuis 7 ans, vivait dans un monde où l'on n'a pas le droit de dire non. La suite, dans la prochaine partie, c'est le recrutement, le cœur qui flanche, le combat pour revenir, et un vol plus fou que tous les autres. Voskhod 1, en octobre 1964, où 3 hommes montent dans une cabine prévue pour un seul, sans scaphandre, et où, pendant qu'ils tournent autour de la Terre, le maître du Kremlin tombe. Et c'est dans cette cabine-là que vous comprendrez, pour la première fois, que la machine politique ne s'arrête jamais pour un homme, et que Komarov, déjà, est pris dedans.
Mars 1960. La convocation arrive à Tchkalovski comme une bombe silencieuse. Le premier groupe de cosmonautes soviétiques est en cours de constitution. Une vingtaine d'hommes, presque tous des pilotes de chasse, triés sur le volet, jeunes, en pleine santé, prêts à mourir pour la patrie. Komarov en fait partie. À 33 ans, il est l'un des plus âgés du lot. Et surtout, il est presque le seul à avoir passé 5 ans à l'Académie d'ingénierie de l'armée de l'air Joukovski. Les autres apprendront à piloter un vaisseau. Lui, en plus, saura le lire. Cette différence-là, personne ne la voit encore. Elle ne pèse rien sur une photo. Elle pèsera tout le reste. Les mois d'entraînement commencent. Baïkonour, la cité des étoiles, les simulateurs, les centrifugeuses, les salles de cours où l'on apprend la mécanique orbitale. Komarov n'est pas le plus brillant en vol. Ce n'est pas son genre. Il est autre chose. Précis, têtu, et capable de parler aux ingénieurs sans que les ingénieurs le regardent de haut. C'est rare. Dans ce petit groupe fermé d'hommes qui se connaissent depuis des mois, il devient vite une référence tranquille. On vient lui demander son avis. On lui fait confiance. Pas parce qu'il est aimable, parce qu'il a l'air de comprendre ce qu'il dit. Puis vient l'année 1961 et un événement qui aurait pu tout arrêter. Un électrocardiogramme de routine révèle une irrégularité cardiaque. Rien de dramatique en apparence, mais suffisant dans un système soviétique où le cosmonaute doit être un athlète parfait pour être écarté de l'entraînement. On lui dit de rester chez lui. On lui dit de se reposer. On lui dit, en langage militaire, que sa carrière spatiale est probablement terminée. Pour un homme de 34 ans, qui a tout misé sur ce groupe, c'est une sentence. Mais Komarov n'est pas un homme qui se résigne. Les mois qui suivent, il les passe à se battre. Pas avec les poings, avec des lettres, des visites, des rendez-vous médicaux qu'il multiplie, des examens qu'il redemande, des chefs militaires qu'il va voir un par un. Il argue, il démontre, il fait refaire les tests. Il montre que son cœur tient, qu'il peut encaisser une centrifugeuse, qu'il ne mentira pas à la machine. Et il finit par gagner. Au bout de plusieurs mois, il est réintégré. Le système soviétique ne rend pas facilement ce qu'il a pris. Komarov a forcé la porte. Cette obstination-là dit déjà quelque chose de l'homme. Il ne lâche pas. Et surtout, il ne lâchera pas, plus tard, quand on lui dira que le vaisseau n'est pas prêt. 1962. Komarov est nommé doublure de Pavel Popovitch pour Vostok 4. Une doublure, c'est un homme qui répète chaque geste du commandant, qui s'entraîne dans la même capsule, qui sait tout faire à la place de l'autre, et qui ne partira jamais. Komarov ne part pas. Popovitch part, fait ses tours de terre, revient héros. Komarov reste à Baïkonour, à attendre. C'est le métier de doublure. Un métier ingrat, qui apprend une chose précieuse, à connaître la machine par cœur, au point de la sentir respirer. Cette attente-là, Popovitch ne la vivra pas. Komarov si. Et cela compte. 2 ans passent. Le programme spatial soviétique avance, mais il avance dans la douleur. Khrouchtchev veut des coups d'éclat. Les États-Unis ont promis un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Chaque voile habitée devient une opération politique, un événement qu'on date, qu'on médiatise, qu'on utilise. Et c'est dans ce climat que naît, à l'été 1964, l'idée la plus folle de la première décennie spatiale. Faire voler 3 hommes dans une cabine prévue pour un seul. Le programme Voskhod, c'est cela. Faire tenir 3 cosmonautes là où il n'y a de la place que pour un. Et pour que cela tienne, les ingénieurs prennent une décision qui glace le sang quand on la relit aujourd'hui. 12 octobre 1964, Baïkonour. Vladimir Komarov commande le vol. À ses côtés, 2 hommes qui ne sont ni pilotes ni militaires d'active. L'ingénieur Konstantin Feoktistov, 38 ans, qui a conçu une partie du vaisseau, et le médecin Boris Yegorov, qui doit faire des expériences sur le corps humain en apesanteur. 3 hommes dans une cabine sphérique de 2 mètres de diamètre environ. Pour faire tenir l'équipage, les ingénieurs retirent le siège éjectable. Ils retirent aussi les scaphandres. Les 3 hommes volent en survêtement. Pas de combinaison de protection,
pas de casque, rien entre eux et le vide. Et ce qu'il faut comprendre, c'est ce que cela signifie. Un scaphandre dans un vaisseau spatial, ce n'est pas un costume, c'est une armure. C'est ce qui sépare un homme du vide. Si la cabine se dépressurise, sans scaphandre, un homme meurt en quelques secondes. Le sang se met à bouillir, la conscience s'éteint. Il n'y a pas de deuxième chance. Komarov le sait, Féoktistov le sait, Yegorov le sait. Il monte quand même, parce que l'ordre est venu d'en haut, parce que la date est fixée, parce que dire non, dans le système soviétique de 1964, ce n'est pas une option. Et il faut mesurer ce qui se joue autour d'eux, à ce moment précis, en cette année 1964. L'URSS et les États-Unis ne se battent plus seulement à coups de fusée, ils se battent à coups de date. Chaque lancement devient une victoire diplomatique, un argument dans les négociations de désarmement, un outil de propagande que le Kremlin brandit devant les ambassadeurs et devant son propre peuple. L'industrie spatiale soviétique tourne à présent sur deux cadences. La cadence technique, qui dit qu'un nouveau vaisseau doit être testé lentement, vol après vol, et la cadence politique, qui exige que chaque rendez-vous diplomatique, chaque fête nationale, chaque anniversaire de la Révolution soit marqué par un exploit. Les ingénieurs du bureau d'études OKB-1, à Kaliningrad près de Moscou, vivent dans cette tension-là tous les jours. Quand on leur demande, à l'été 1964, de transformer un vaisseau prévu pour un homme en vaisseau pour 3 et de le faire voler au plus vite, ils ne répondent pas que c'est impossible. Ils répondent qu'ils feront au mieux. Et c'est ce « au mieux » qui devient la norme. Le vol commence. 3 hommes, 16 tours de terre, un peu plus de 24 heures. À bord, l'espace est si compté qu'il faut des gestes précis. Dormir par tranche, se relayer pour les instruments, éviter de bouger en même temps. Féoktistov, l'ingénieur, passera l'essentiel de son temps à noter, à calculer, à surveiller des instruments qu'il a lui-même contribué à dessiner. Yegorov, le médecin, prélève, mesure, observe comment le corps humain réagit à l'absence de pesanteur. Komarov, lui, tient la barre. Il parle avec le sol. Il surveille la trajectoire. Il commande. Et pendant ces 24 heures, à Moscou, le monde change. 13 et 14 octobre 1964, Nikita Khrouchtchev est écarté du pouvoir. Léonid Brejnev prend la place, avec Alexeï Kosygin à la tête du gouvernement. Les 3 hommes qui tournent au-dessus de la Terre sont partis sous un maître, et ils reviennent sous un autre. À leur retour, on les accueille en héros. Komarov reçoit l'étoile de héros de l'Union soviétique et l'ordre de Lénine. Féoktistov et Yegorov reçoivent chacun l'ordre de Lénine. Personne, à ce moment-là, ne parle des scaphandres manquants. Personne ne parle du risque. La propagande ne parle que de victoire. Et pourtant, dans cette cabine trop petite, sans protection, quelque chose s'est joué qui concerne directement l'avenir de Komarov. Il a vu, de l'intérieur, ce que signifie obéir à un calendrier politique. Il a vu ce que cela coûte de dire oui quand tout hurle non. Il a survécu cette fois. Mais il a appris quelque chose qu'il n'oubliera pas. Un vol spatial, dans l'URSS de Brejnev, n'est jamais un vol spatial. C'est un acte politique. Et le calendrier politique ne connaît pas la panne. Retenez bien ceci. Komarov n'est pas un martyr naïf qui monte dans une cabine sans savoir. C'est un ingénieur, un pilote d'essai, un homme qui a lu des schémas, qui a vu 3 hommes voler sans scaphandre, qui a compris que dire non ne sert à rien, et qui malgré tout, continue. La suite, c'est le programme Soyouz, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus dangereux, et la disparition de l'homme qui, peut-être, aurait pu dire non à sa place. Sergueï Pavlovitch Korolev, le concepteur en chef, qui meurt sur une table d'opération le 14 janvier 1966, plus d'1 an avant le vol de Komarov. Et c'est précisément cette disparition-là qui va rendre la catastrophe possible. Au retour de Voskhod 1,
Komarov est un héros. 2 décorations, des discours, des photos dans les journaux. Et, dans les cartons du bureau d'études OKB1, une nouvelle machine qui n'attend que lui, le programme Soyouz. Ce qu'il doit être, ce que personne en Occident ne sait encore, c'est une plateforme universelle pour les missions à venir. Amarrage de 2 vaisseaux en orbite, sortie d'un homme dans le vide et, à terme, voyage vers la Lune. Un vaisseau modulaire, plus gros que les Vostok et les Voskhod, avec 3 modules, dont un module de descente où l'homme revient au sol. Une machine ambitieuse, jamais essayée et qui doit voler vite, parce qu'en face les Américains préparent Apollo. Apollo, c'est le programme qui doit poser un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Chaque mois qui passe, à Moscou, ressemble à un mois de retard. Et cette obsession du calendrier, il faut la garder en tête, parce qu'elle ne lâchera plus personne jusqu'au bout. Et puis, le 14 janvier 1966, 1 an et 3 mois avant le vol fatal, un événement qui va tout déséquilibrer. Sergueï Pavlovitch Korolev, le concepteur en chef, le père du programme spatial soviétique, l'homme qui a lancé Spoutnik, qui a lancé Gagarine, qui a dit non à Khrouchtchev quand il le fallait, qui a tenu le programme entier à bout de bras depuis 20 ans, meurt sur une table d'opération. Un cancer, une tumeur au rectum, des complications. Il venait d'avoir 59 ans. Il disparaît au moment exact où le Soyouz entre dans sa phase critique d'essai. Et cette disparition-là, il faut la mesurer, parce qu'elle est au cœur de l'histoire. Korolev, ce n'était pas seulement un ingénieur, c'était une autorité. Le seul homme, dans le système soviétique, qui pouvait décrocher un téléphone, appeler le Kremlin et dire « Ce vol n'est pas prêt, on attend ». Le seul qui avait le poids suffisant pour bloquer une décision politique, pour imposer un délai, pour exiger un test supplémentaire. Sans Korolev, le bureau d'études OKB1 reste une machine à calculer. Mais il n'a plus de bouche. Il n'a plus de poigne. Vassili Mishin prend la tête du bureau. Mishin est un ingénieur compétent. Il n'est pas Korolev. Personne n'est Korolev. Et c'est précisément ce manque d'autorité qui va permettre à la pression politique de l'emporter sur la prudence technique. Car la pression, elle est là, constante, écrasante. Les États-Unis ont annoncé un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Le programme Apollo avance. En janvier 1967, un incendie au sol, sur le pas de tir de Cap Canaveral, tue 3 astronautes américains, Grissom, White et Chaffee, l'équipage d'Apollo 1. Ironie tragique, cet accident, qui devrait ralentir le programme américain, va paradoxalement accélérer la pression sur le camp soviétique. Parce que Brejnev et son entourage ne lisent pas l'événement comme un signal de prudence. Ils le lisent comme une course où il faut maintenir l'avance, ou au moins l'illusion de l'avance. Et chaque mois qui passe sans vol habité soviétique devient un mois où l'URSS risque de paraître en retard. L'URSS, qui a tout inventé en astronautique, qui a placé le premier satellite, le premier homme, la première femme, accepterait-elle d'être celle qui regarde les autres marcher sur la Lune ? Personne, au Kremlin, ne veut répondre à cette question. Dans ce contexte, les essais du Soyouz commencent. 3 essais sans équipage sont prévus. 3 fois, la machine doit prouver qu'elle fonctionne, avant qu'un homme monte à bord. 3 essais. 3 occasions de dire stop si quelque chose ne va pas. Et c'est là, maintenant, qu'il faut raconter chacun de ces essais, parce qu'ils disent déjà tout ce qui va suivre. 3 occasions, et 3 occasions ratées. 3 fois, la preuve que la machine n'est pas prête. Et personne, dans les hautes sphères, ne dit le mot qu'il faudrait dire. Premier essai. Cosmos 133, 28 novembre 1966. Le nom est déjà un mensonge. Cosmos, c'est la couverture que l'URSS utilise pour masquer les échecs. Un échec spatial, en URSS, ça n'existe pas. Ça devient une expérience scientifique. Cosmos 133 décolle donc depuis Baïkonour,
au sommet de la fusée Semyorka. La mise en orbite se passe. Puis, après séparation d'avec la fusée, le vaisseau part en rotation incontrôlée sur lui-même. Les moteurs d'orientation ne répondent plus, ou répondent mal. Le vaisseau tourne, épuise ses ergols, ces produits qui servent à corriger la trajectoire. Et quand il n'y a plus d'ergols, il n'y a plus de contrôle. Le centre de contrôle suit la rotation à la radio, impuissant. Au moment de la rentrée atmosphérique, le vaisseau, instable, ne peut pas être guidé. Il faut le détruire. C'est le système d'autodestruction embarqué qui s'en charge. Le premier essai du Soyouz est un échec complet. Personne n'en parle dans la presse soviétique. Cosmos 133, pour le monde extérieur, reste une expérience scientifique, sans particularité notable. Deuxième essai, 14 décembre 1966. Le lancement suivant est préparé sur le même pas de tir. Le compte à rebours avance. Et puis, une anomalie. Une commande qui ne répond pas, un signal qui n'arrive pas. On décide d'annuler le lancement. La procédure d'annulation est enclenchée. Mais là, dans les minutes qui suivent, une commande erronée est envoyée. Le système de sauvetage d'urgence se déclenche tout seul. Le vaisseau, encore sur la fusée, est éjecté d'un coup. La Semyorka, privée de sa charge, prend feu. La fusée brûle. Le pas de tir brûle. Et il y a un mort. Un seul. Mais un mort. Un homme du service de tir, intoxiqué par les fumées. Et ce qu'il faut noter, parce que la légende s'en empare parfois, il n'y en a pas 3. La source qui circule sur Internet parle de 3 morts. C'est faux. Il y en a un. Un seul homme est mort dans cet accident. Un seul nom, une seule famille à prévenir, un seul corps à sortir des décombres fumants. Et le second essai du Soyouz est lui aussi un échec complet. Un échec qui a coûté une vie humaine sur la terre ferme, avant même qu'un homme ait quitté le sol. Troisième essai, Cosmos 140, 7 février 1967. Cette fois, le lancement a lieu. La mise en orbite se passe. Mais comme sur Cosmos 133, le système d'orientation défaille. Le vaisseau ne sait pas où il est. Il ne sait pas comment il tourne. Les ingénieurs au sol essaient de reprendre la main. Ils y parviennent en partie. Mais ce n'est pas le seul problème. À la rentrée atmosphérique, quand le module de descente traverse l'atmosphère à grande vitesse, il est protégé par une coque thermique. Et c'est là qu'un deuxième défaut apparaît. Le fond du module est percé par la chaleur, à l'endroit précis d'une prise de mesure de température. Une petite ouverture dans la protection, un trou dans la coque, par lequel la chaleur entre. Le module se pose malgré tout, en catastrophe, sur la glace de la mer d'Aral. La capsule coule quelques heures plus tard, engloutie par les eaux glacées. On la repêchera, on l'examinera, on y verra le trou. Et ce trou-là, c'est exactement ce qui aurait tué un homme à bord. Pas d'un seul coup, pas en une seconde, par carbonisation lente, par asphyxie, par la chaleur qui s'infiltre là où elle ne devrait pas être. Troisième essai, troisième échec. 3 essais sans équipage, 3 échecs. Une fusée brûlée au sol, un homme mort intoxiqué, un module percé de part en part, et à chaque fois, la couverture Cosmos qui sert à faire disparaître l'information. Cosmos 133, Cosmos 140, et le lancement annulé de décembre qui, lui, n'a même pas de numéro. L'URSS ne communique rien. Le monde extérieur ne sert rien. Seuls les ingénieurs, les militaires, les quelques hommes qui comptent, savent. Et ce qu'ils savent, c'est que la machine n'est pas prête. C'est consigné dans les rapports, c'est dit dans les réunions. Mais ce qui se dit dans les réunions ne remonte pas, ou remonte mal, ou remonte transformé. Et c'est maintenant, dans ce moment précis, qu'il faut mesurer ce qui va suivre. Parce que la logique aurait voulu que, après 3 échecs, on attende, on refasse les essais, on identifie les défauts, on corrige, on recommence. C'est ce que dirait n'importe quel ingénieur, n'importe quel pilote d'essai, n'importe quel homme raisonnable.
Mais la logique soviétique de 1967 ne fonctionne pas comme ça. Le calendrier politique est déjà arrêté. La date du prochain vol est déjà inscrite dans les documents du Kremlin. Et c'est contre ce calendrier-là que personne ne peut plus rien. Le calendrier, ce n'est plus une contrainte technique, c'est une injonction venue d'en haut, à laquelle on ne désobéit pas. Les journaux intimes de l'époque, notamment celui du général Nikolaï Kamanin, montrent des militaires et des ingénieurs qui savent, qui voient, qui protestent parfois à voix basse, et qui, malgré tout, préparent le vol. Voilà où nous en sommes. Le concepteur en chef est mort depuis plus d'1 an. Son successeur n'a pas son autorité. 3 essais viennent d'échouer. Les défauts sont connus. Les ingénieurs le disent. Et la décision est prise quand même, le prochain vol sera habité. Un homme montera dans cette machine qui n'a jamais réussi un seul de ses essais. Et cet homme, c'est Vladimir Komarov. La suite, c'est la préparation du double vol Soyouz 1 et Soyouz 2, le choix de Komarov, la doublure qui s'appelle Youri Gagarin, et la nuit du 23 avril 1967 à Baïkonour, où un homme seul entre dans une cabine qui ne sait pas encore qu'elle ne le ramènera pas. La décision est prise. Après 3 échecs, on lance un homme. Mais on ne lance pas n'importe qui, et on ne lance pas n'importe quoi. Ce qu'on prépare à Baïkonour au printemps 1967, c'est un double vol. 2 vaisseaux Soyouz qui doivent se rencontrer en orbite. Soyouz 1 part le premier. Le lendemain, Soyouz 2 décolle, avec 3 hommes à bord. Les 2 vaisseaux s'amarrent. 2 hommes, en scaphandre, sortent dans le vide, et passent de l'un à l'autre par une sortie extravéhiculaire. C'est la première fois qu'on tente une chose pareille. C'est la vitrine du programme soviétique. C'est ce qui doit montrer au monde que l'URSS est encore dans la course, à un moment où les Américains viennent de subir, en janvier de la même année, l'incendie d'Apollo 1 sur le pas de tir de Cap Canaveral qui a tué 3 astronautes au sol et où l'accident rappelle à tout le monde ce que coûte la précipitation. En interne pourtant, la pression joue exactement dans l'autre sens. Les ingénieurs savent que le retard ne se rattrape pas en beaux discours et que le seul moyen de répondre, c'est de voler, vite et à n'importe quel prix. Et c'est dans cette préparation-là qu'entre Vladimir Komarov. Pourquoi lui ? Parce qu'il est l'un des plus expérimentés. Parce qu'il a déjà volé en multiplace sur Voskhod 1, dans des conditions qui n'étaient pas meilleures. Parce qu'il parle aux ingénieurs, parce qu'il a fait l'Académie Joukovski, parce qu'il lit leurs rapports et qu'il comprend ce qu'ils ne disent pas à voix haute, parce qu'il accepte ce que les autres n'acceptent pas. Et aussi, peut-être, parce qu'il est de cette trempe d'hommes qui ne refusent pas un ordre, même quand l'ordre est fou. Vous allez voir que cette qualité-là, dans le système soviétique, est une qualité à double tranchant. Un homme qui ne refuse rien est un homme précieux pour le plan de vol. C'est aussi un homme dangereux pour lui-même. L'équipage principal de Soyouz 1, c'est donc Vladimir Komarov, seul à bord. Un seul homme dans un vaisseau prévu pour 3. Le siège du centre est occupé par le commandant, les 2 autres places resteront vides. À côté de Komarov, personne pour surveiller les instruments, personne pour prendre la parole à la radio quand il doit se concentrer, personne pour tourner une manette pendant qu'il en tourne une autre. Et sa doublure, c'est Youri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Le héros absolu de l'URSS. Le visage que le monde entier connaît depuis avril 1961. Le visage que les enfants portent en badge. Le visage qui a donné à l'Union soviétique son plus grand prestige international. Gagarine est doublure, c'est vrai, c'est documenté. Et ce détail seul dit quelque chose du programme. On n'a plus assez de monde, ou plus assez de certitude, pour aligner un autre commandant. On prend le héros national et on le met en réserve, à quelques mètres du pas de tir, prêt à prendre sa place si Komarov tombe malade la veille du départ, ou si quelque chose, dans la nuit, décide autrement.
Pour Soyouz 2, lancé le lendemain, l'équipage prévu est de 3 hommes. Valéry Bykovski au commandement, Yevgeny Krounov et Alexei Eliseyev. Bykovski est un pilote solide, déjà vétéran du vol solo de longue durée Vostok 5. Krounov et Eliseyev sont les hommes de la sortie dans le vide. C'est eux qui doivent enfiler le scaphandre, sortir du sas de Soyouz 2, flotter dans le vide entre les 2 vaisseaux et entrer dans le sas de Soyouz 1 pour y rester. 3 hommes, un amarrage, une sortie extravéhiculaire, un transfert entre 2 vaisseaux. Une chorégraphie d'une complexité inouïe, qui n'a jamais été tentée, qui n'a même jamais été simulée de bout en bout au sol, et qui doit avoir lieu pour la première fois après un vol Soyouz qui, lui, n'a jamais réussi un seul de ses essais habités. Car Soyouz n'a encore jamais volé avec un homme à bord. Le premier vol du nouveau vaisseau, c'est celui qu'on prépare là, dans la steppe du Kazakhstan, avec Komarov dedans. Et c'est ici qu'il faut écouter la meilleure source que nous ayons sur l'état d'esprit du programme à ce moment-là, le journal du général Nikolai Kamanin. Kamanin est le responsable de l'entraînement des cosmonautes. C'est un militaire, pas un ingénieur. Mais il est présent à toutes les réunions, il lit tous les rapports, il voit tous les visages, il écoute toutes les hésitations. Et ce qu'il écrit dans son journal, jour après jour en ce printemps 67, c'est exactement ce que les ingénieurs disent en privé. Le vaisseau n'est pas prêt. Les défauts sont connus, les 3 essais l'ont montré. Cosmos 133, la rotation incontrôlable. L'accident du pas de tir du 14 décembre, avec un mort par intoxication. Cosmos 140, le fond du module percé au-dessus de la mer d'Aral. 3 essais, 3 échecs. Et on lance quand même. Pourquoi ? Parce que Brejnev a fixé une date. Parce que la propagande a déjà annoncé le vol dans les journaux et à la radio, et que reculer devant le monde entier serait reconnaître un retard que le pouvoir ne peut pas se permettre, surtout après l'année 1966, qui a été celle des difficultés, et après la perte de Korolev en janvier 66, dont la nécrologie a enfin révélé le nom au monde entier. Parce que dans l'URSS de 1967, un vol habité qui n'a pas lieu à la date prévue devient un aveu de faiblesse. Parce que la machine politique ne sait pas attendre. Et c'est cette logique-là, purement politique, qui écrase la logique technique. Les ingénieurs le savent, les militaires le savent, Kamanin le sait, Komarov le sait, et le vol part. 23 avril 1967, Baïkonour, la nuit. Le désert du Kazakhstan, noir sous les étoiles. La fusée Semyorka est dressée sur le pas de tir, blanche sous les projecteurs, haute de près de 50 mètres sur sa plateforme de service, attachée au sol par ses bras de maintien. Le Soyouz 1 est au sommet, coiffé de sa tour de sauvetage, ce petit chapeau pointu qui doit arracher la cabine à la fusée en cas de panne dans les premières secondes. Tout autour, l'équipe de tir, les ingénieurs, les militaires, les quelques hommes qui ont la permission d'être là à cette heure. Komarov est à l'intérieur depuis plusieurs heures déjà. Le protocole soviétique est lent, et c'est heureux, parce qu'il laisse le temps de tout revoir. On vérifie les systèmes, on vérifie la pression de la cabine, on vérifie la liaison radio sur plusieurs fréquences, on vérifie le système de survie, on vérifie les ceintures, on vérifie que les portes du sas ferment bien. L'équipage, en ce sens, n'est pas seul. Il y a des centaines d'hommes au sol qui le regardent à travers des instruments. Mais en cas de problème réel, dans la cabine, il n'y aura que lui, un homme, et c'est tout. 3h35 du matin, heure de Moscou. L'ordre de tir est donné par le chef de tir, après la dernière séquence automatique de vérification. Les moteurs de la Semyorka s'allument. La fusée s'élève lentement d'abord, puis de plus en plus vite, en traversant le ciel noir. Le sol tremble. Le bruit est immense, même à l'intérieur de la cabine, où Komarov est sanglé sur son siège, dans le module de descente, celui-là même qui doit le ramener au sol. Les vibrations sont dures. La poussée l'enfonce dans son siège.
La fusée prend de la vitesse. Les étages se séparent dans l'ordre prévu. La cabine entre en orbite. La liaison radio s'établit avec le sol. Komarov parle, brièvement, comme on parle quand on a un métier à faire. Il donne ses premiers paramètres. Il confirme que les systèmes répondent. Il dit qu'il va bien. Officiellement, le départ est un succès. C'est ce que la radio annonce. C'est ce que le centre de contrôle consigne. Un cosmonaute soviétique est en orbite. Le Soyouz vole. Le compte à rebours de la propagande peut commencer. Mais vous savez déjà ce que la radio ne dit pas. Vous savez que ce vol est le dernier de Komarov. Vous savez que la cabine qui vient de se mettre en orbite ne ramènera pas son homme. Et vous savez aussi que dans cette nuit de Baïkonour, à quelques mètres de Komarov, en doublure, prêt à monter à sa place, il y a un homme dont le nom seul suffit à comprendre l'enjeu. Youri Gagarin. Le récit populaire, vous le croiserez partout, racontera plus tard que Komarov est monté à bord pour sauver Gagarin, qu'il a refusé de se dérober, sachant que son ami prendrait sa place, que c'est par amour, par sens du sacrifice, qu'il a accepté la mort. Ce récit-là, vous l'entendrez. Mais aucun document de l'époque ne l'établit, et c'est justement pour cela qu'il faut le marquer, dès maintenant, pour ce qu'il est, une légende. Ce qui est documenté en revanche, c'est que Gagarine était doublure. C'est que le vol Soyouz 2, prévu pour le lendemain avec 3 hommes à bord, aurait probablement tué ces 3 hommes, parce que le même défaut qui va tuer Komarov existait dans leur vaisseau. Et c'est qu'à cette heure de la nuit, personne au sol ne le sait encore. Retenez cette image. Un homme seul dans une cabine, à 3h35 du matin, au sommet d'une fusée qui s'allume. Un programme qui sait que la machine n'est pas prête, et qui tire quand même. Une doublure qui s'appelle Gagarine. Et un double vol, dont un seul des 2 vaisseaux partira. La suite, c'est ce que le vaisseau commence à faire tout seul, en orbite, dès que Komarov n'a plus le contrôle. La mise en orbite se passe. Komarov est en apesanteur. La liaison radio fonctionne, brièvement. Le centre de contrôle note que le vol est nominal. C'est le mot qu'on utilise dans ces moments-là. Nominal. Tout est normal. Et puis, presque immédiatement, tout cesse d'être normal. Le Soyouz est équipé de 2 panneaux solaires, 2 grandes ailes qui se déplient une fois le vaisseau en orbite, comme les pétales d'une fleur mécanique. Ces panneaux, c'est l'énergie du vaisseau. Sans eux, les batteries se vident en quelques heures, et le vaisseau meurt. Dès les premières minutes, les ingénieurs au sol s'aperçoivent qu'un des 2 panneaux ne s'est pas déployé. L'aile est sortie à moitié, ou pas du tout, et reste coincée contre la coque. Le vaisseau ne produit que la moitié de l'énergie prévue. 13 ou 14 ampères, là où il en faudrait le double. La batterie commence à se vider. Le compte à rebours invisible a commencé. Et ce n'est que le premier défaut. Très vite, les autres apparaissent. Le capteur solaire et stellaire, cet instrument qui permet au vaisseau de savoir où il est par rapport au soleil et aux étoiles, ne fonctionne pas. Sans ce capteur, le système d'orientation est aveugle. Les capteurs ioniques, qui prennent le relais quand le premier est en panne, donnent de fausses indications. Ils disent au vaisseau qu'il tourne d'une certaine façon, alors qu'il tourne d'une autre. La liaison à ondes courtes, celle qui permet de parler au sol avec une bonne qualité, est mauvaise. Komarov entend le centre de contrôle, mais mal. Le centre de contrôle l'entend, mais mal. Ce n'est plus un vol spatial, c'est une conversation dans le brouillard. Et il faut mesurer ce que cela signifie, concrètement. À cette époque, un cosmonaute seul en orbite ne peut compter que sur sa voix et sur le silence. Il n'a pas d'écran qui lui renvoie les paramètres en couleur. Il a des cadrans, des voyants, des chiffres qu'il doit lire à voix haute pour que le sol les confirme. Quand la liaison grésille, quand les ordres reviennent déformés, quand une consigne se perd dans les parasites, c'est tout l'équipage et tout le centre de contrôle qui deviennent sourds. Komarov tente ce qu'un homme peut tenter. Il essaie de faire tourner le vaisseau à la main, par de petites poussées des moteurs d'orientation, pour décoincer le panneau solaire. Un mouvement minutieux, précis, à exécuter avec un doigt sur un bouton en regardant un indicateur. C'est le geste du pilote d'essai,
celui qui a appris à Tchaikovsky à parler à une machine récalcitrante. Il essaie. Le vaisseau ne bouge pas comme il devrait. Le panneau ne se libère pas. L'énergie continue de manquer. Et le temps, lui, continue de filer. Chaque tour autour de la Terre dure environ 90 minutes. Chaque tour use un peu plus la batterie qui n'est plus rechargée qu'à moitié. Chaque tour éloigne un peu plus le moment où le vaisseau pourra encore freiner. Au sol, l'inquiétude monte. Les ingénieurs calculent. Ils refont les calculs. Ils appellent Moscou. Ils appellent le Kremlin, parce que c'est là que les décisions se prennent maintenant, et non plus à Baïkonour. La salle de contrôle, à cette heure, ressemble à ce qu'elle est dans toutes les crises spatiales. Des hommes en blouse grise, penchés sur des consoles, des téléphones qui sonnent, des visages qui ne sourient plus. Et derrière ces hommes, il y a le contexte qu'il faut avoir en tête. Nous sommes en avril 1967. 3 mois plus tôt, en janvier, 3 astronautes américains sont morts au sol, brûlés vifs dans la cabine d'Apollo 1 lors d'un essai au sol. Le programme lunaire américain est à l'arrêt, la cabine entièrement à redessiner. Mais le rapport de force avec les soviétiques ne s'est pas inversé pour autant. Chaque jour qui passe sans vol habité soviétique est un jour où la propagande ennemie peut dire que l'URSS recule. Le politique veut un vol. Le bureau d'études veut une machine qui marche. Les deux ne coïncident plus, et c'est dans cet écart que Komarov vole. Au 13e tour, l'orientation automatique est déclarée morte. Plus de capteurs, plus de calcul automatique, plus de correction. Le vaisseau ne sait plus où il est. Et un vaisseau qui ne sait pas où il est ne peut pas rentrer, parce que pour freiner, il faut présenter son bouclier thermique dans le bon angle, au bon moment, au-dessus de la bonne zone de la Terre. 1 seconde d'erreur, et la capsule ricoche sur l'atmosphère, ou brûle comme une météorite. Soyouz 2, qui devait décoller le lendemain avec Bykovsky, Krounov et Eliseyev, est annulé. L'amarrage n'aura pas lieu. La sortie dans le vide n'aura pas lieu. Le double vol devient un vol unique, et ce vol unique est en train de devenir un vol de retour d'urgence. À l'annulation s'ajoute un orage sur Baïkonour, ce qui aurait de toute façon cloué Soyouz 2 au sol. La décision est prise par la commission d'État, on rentre. On rentre maintenant, avant que la batterie ne meure complètement, avant que le vaisseau ne devienne un objet fou tournant autour de la Terre. Et la rentrée, dans ces conditions, doit se faire à la main. C'est ici que Komarov devient pour quelques minutes le seul homme au monde capable de ce qu'on lui demande. Orienter un vaisseau spatial à la main, sans capteur, sans automatique, en regardant un horizon qui défile à 28 000 km/h, c'est une manœuvre qu'aucun manuel n'a prévue. Aucun entraînement ne l'a répété dans ces conditions. Komarov le fait. Il pilote le Soyouz comme il a piloté des prototypes à Tchaikovsky, avec les yeux, les mains, et cette intelligence lente et précise des hommes qui ont vu des machines mourir. Le freinage réussit. Le vaisseau s'engage dans l'atmosphère. 18 tours bouclés. La rentrée commence au 19e. À ce moment précis, à 25 000 mètres d'altitude, à une vitesse qui commence à peine à décroître, le vaisseau fonctionne encore. Komarov est vivant. Tout ce qui va suivre tient à un mécanisme de quelques kilogrammes de toile et de cordon. Ce qui se passe alors est connu dans ses grandes lignes, mais il faut le raconter avec les détails qu'il mérite, parce que c'est là que la mécanique devient mortelle. Le module de descente, c'est la partie du vaisseau où se trouve Komarov, 2 tonnes 800 de métal et de chair. Ce module est équipé de plusieurs parachutes, prévus pour fonctionner dans un ordre précis, comme une chorégraphie de toile. Le premier, qu'on appelle l'extracteur, sert à arracher le parachute principal de son conteneur. L'extracteur sort normalement. C'est un petit parachute, une toile de quelques mètres carrés, qui se gonfle et tire sur le conteneur du principal. Le conteneur doit s'ouvrir. Le parachute principal, le grand, celui de 1000 mètres carrés environ, doit se déployer et freiner la chute. C'est un mécanisme qui n'a aucune redondance visible, aucune seconde chance évidente. Si l'extracteur ne fait pas son travail, le grand parachute reste plié et la séquence entière est faussée. Et là, rien ne se passe. Le conteneur ne s'ouvre pas.
Le parachute principal reste à l'intérieur, plié, comme s'il refusait de sortir. Komarov déclenche le parachute de secours. Celui-ci sort. Mais il sort dans un espace où l'extracteur du principal est encore là, gonflé, et où le conteneur n'a pas été largué. Les deux parachutes s'en mêlent. Le secours ne se gonfle jamais correctement. Et le module de descente, 2 tonnes 800, tombe sans être freiné, à travers l'atmosphère, à une vitesse qui ne décroît pas. Le calcul est simple et glaçant. La vitesse d'impact est d'environ 40 mètres par seconde, soit 140 km/h. Ce n'est pas 180 comme on le lit parfois, c'est 140. Et 140 km/h, pour 2 tonnes 800 de capsule, c'est mortel sur le coup. Pas de blessure suivie d'une mort lente, une mort instantanée. Il faut aussi mesurer ce que cela signifie en énergie. Une telle masse, à une telle vitesse, restitue en une fraction de seconde plus de 2 millions de joules, concentrés sur quelques mètres carrés de sol. Le module ne s'écrase pas, il s'enfonce. Le sol, c'est la steppe d'Orenbourg, 3 kilomètres du village de Karaboutak, une 60aine de kilomètres d'Orsk. Le 24 avril 1967, un peu après 6h20 du matin, heure de Moscou. À cette heure-là, à Baïkonour, la salle de contrôle attend les balises de rentrée. À Karaboutak, des bergers qui ne savent rien de Soyouzin entendent un grondement inhabituel dans le ciel encore sombre. Le module touche la terre. Les réservoirs de peroxyde d'hydrogène des moteurs d'orientation, ces produits qui servent aux corrections en orbite et qui sont restés dans la capsule, éclatent sous l'impact. Le peroxyde, au contact du sol, s'enflamme. La capsule brûle. Ce que les sauveteurs trouveront 1 heure plus tard, vous l'avez vu au début de ce film. Un cratère, de la fumée, une forme fondue, et un homme qui ne respirera plus. Vladimir Komarov devient, à ce moment précis, le premier homme de l'histoire à mourir au cours d'un vol spatial. Il y en aura d'autres après lui. Mais ce jour-là, en cette aube d'avril, dans une steppe plate à perte de vue, c'est le premier. Et c'est un ingénieur, un pilote d'essai, un homme qui avait lu les schémas, qui avait vu les défauts, qui avait accepté de monter quand même. Voilà ce qu'il faut garder en tête. Un homme seul, dans une machine qui perd un panneau, puis l'orientation, puis les capteurs, puis les parachutes. Un homme qui fait à la main ce qu'aucun automate ne sait plus faire, et qui meurt à la dernière seconde dans un parachute qui ne s'ouvre pas. Et derrière lui, sur le sol, une commission qui a compris trop tard qu'il fallait le faire revenir tout de suite, et un vaisseau jumeau qui ne partira jamais et dont on apprendra bientôt qu'il avait le même défaut. La suite, c'est l'enquête. Et l'enquête, vous allez le voir, est presque aussi terrible que la chute. Le cratère fume encore quand les ingénieurs de la commission d'enquête arrivent à Karaboutak. Ils viennent de Moscou, avec leurs instruments, leurs schémas, leurs visages fermés. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas une cause. La cause, ils la connaissent déjà, ou ils la devinent. Ce qu'ils cherchent, c'est une preuve. Quelque chose qui dira, noir sur blanc, pourquoi un parachute ne s'est pas ouvert et pourquoi un homme est mort. Sur le banc d'essai, dans les semaines qui suivent, on démonte un module de descente identique à celui de Komarov. On refait la séquence de rentrée. On simule l'ouverture des parachutes. Et ce que les ingénieurs découvrent, les glaces. Le parachute principal ne sortait pas de son conteneur, même dans des conditions idéales, même au sol, même sans vent, sans froid, sans rien. Pour qu'il sorte, il fallait tirer dessus. Pas attendre qu'il tombe, tirer. Et personne, dans la procédure de vol, n'avait prévu de tirer. 2 explications sont avancées. Elles ne s'excluent pas. La première, c'est celle que raconte Boris Tchertok, l'un des adjoints de Korolev, dans ses mémoires. Les modules de descente, explique-t-il, étaient recouverts d'une protection thermique qu'on polymérisait au four, dans une sorte d'autoclave industrielle. Pour cette opération, on entrait le module entier dans le four, et on l'y aurait mis sans les couvercles des conteneurs à parachute. La résine de la protection thermique, liquide à la chaleur,
a coulé à l'intérieur des conteneurs. En refroidissant, elle a rendu les parois internes rugueuses. Le parachute, plié dans son conteneur, s'est retrouvé collé, comme dans un moule. Au moment de la rentrée, l'extracteur a tiré sur le conteneur, mais le parachute n'a pas pu glisser. Il est resté dedans. La seconde explication est plus simple. La déformation du conteneur sous la différence de pression pendant la descente. Quand le module tombe dans l'atmosphère, la pression extérieure change très vite. Le conteneur, s'il n'est pas parfaitement rigide, peut se déformer légèrement. Une déformation suffit à coincer le parachute. Et si le conteneur est déjà rendu rugueux par la résine, la déformation finit le travail. Mais le plus important, dans cette enquête, ce n'est pas la cause. C'est ce que les ingénieurs découvrent en comparant les modules. Le module de descente de Soyouz 2, celui qui devait partir le lendemain avec Bykovsky, Khrounov et Eliseyev, présentait le même défaut. Le même conteneur, la même rugosité, le même risque. Si Soyouz 2 avait décollé, ces 3 hommes seraient probablement morts dans les mêmes circonstances. L'annulation de leur lancement, prise au dernier moment à cause de l'orage sur Baïkonour et des pannes de Soyouz 1, leur a probablement sauvé la vie. Et ce paradoxe-là, qu'une décision de catastrophe ait évité une autre catastrophe, dit tout du système qui a produit ces vaisseaux. Les conséquences sont immédiates. Tous les vols habités soviétiques s'arrêtent. 18 mois de silence. 18 mois pendant lesquels les ingénieurs refont le système de parachute, conteneur par conteneur, procédure par procédure. Le vol suivant, Soyouz 3, n'a lieu qu'en octobre 1968, plus d'1 an et demi après la chute de Komarov. Et c'est seulement à ce prix que le programme reprend. Mais il y a un autre épisode, moins technique, plus politique et plus glaçant encore. Après la mort de Komarov, sa veuve, Valentina Yakovlevna Komarova, reçoit un document officiel. C'est le certificat de décès. Et ce qu'elle y lit la stupéfait. Le lieu de la mort, inscrit sur le papier, c'est la ville de Tcholkovo, près de Moscou. Pas Baïkonour. Pas la steppe d'Orenbourg. La cause inscrite, ce sont des brûlures étendues du corps. Pas un mot du vol. Pas un mot du vaisseau. Pas un mot de Soyouz 1. Sur ce document officiel, aux yeux de l'État soviétique, Vladimir Komarov n'est pas mort en tombant du ciel. Il est mort brûlé, quelque part près de Moscou, d'une manière qui n'a rien à voir avec l'espace. Dans la version qui circule aujourd'hui, et qui est solidement installée dans la littérature russe, Valentina Komarova fait quelque chose de simple et de terrible. Elle prend ce certificat, elle va trouver Youri Gagarin, et elle le lui montre. Et elle lui dit, à peu près, ces mots. Qui va croire que je suis la veuve du cosmonaute Komarov, avec un papier pareil ? Gagarine, le héros, le premier homme dans l'espace, comprend ce que cela signifie. Si la veuve d'un cosmonaute ne peut pas prouver comment son mari est mort, c'est tout le récit officiel qui s'effondre. Il intervient. Il fait jouer son nom, son aura, ses relations. Et un second certificat de décès est établi, qui mentionne, cette fois, la mort tragique au terme du vol d'essai du vaisseau Soyouz 1. Présentons cet épisode pour ce qu'il est. C'est un récit rapporté, transmis par la veuve elle-même des années plus tard, et qui fait partie de la mémoire familiale. Ce n'est pas une pièce d'archive que nous aurions lue. Mais le fait qu'il circule, qu'il soit repris par les historiens russes, qu'ils disent si bien comment l'URSS savait effacer ses échecs jusque dans les mots d'un certificat de décès, suffit à en faire un document moral. L'État soviétique mentait à ses héros, même morts. Les obsèques ont lieu le 26 avril 1967, à Moscou. Komarov reçoit à titre posthume une seconde étoile de héros de l'Union soviétique et l'ordre de Lénine. Ses cendres sont scellées dans la muraille du Kremlin, ce lieu qui n'accueille que les plus grands. 11 mois plus tard, le 27 mars 1968, Youri Gagarin meurt à son tour, dans l'accident de son avion d'entraînement,
près du village de Novosiolovo, dans la région de Vladimir. Le héros, la doublure de Komarov, celui qui aurait pris sa place si le vol avait été annulé, disparaît dans un accident d'avion banal, stupide, où rien ne devait tourner mal. Et cette coïncidence, 11 mois d'écart, 2 morts soviétiques coup sur coup, alimente encore la légende. Et c'est maintenant qu'il faut ouvrir le dernier dossier. Le dossier du récit lui-même. Parce que depuis les années 2000 surtout, une autre version de l'histoire de Komarov circule sur Internet, dans des livres, sur des vidéos. Une version plus simple, plus romanesque, plus facile à retenir. Et cette version, il faut la regarder en face, parce qu'elle raconte quelque chose de faux. Dans la version qui circule aujourd'hui, Komarov aurait su avec certitude qu'il allait mourir. On cite la formule des 10% de chances de revenir. On raconte la scène de l'adieu à sa famille la veille du départ, Komarov serrant sa femme et ses enfants, certain de ne jamais les revoir. Tout cela vient pour l'essentiel d'un livre occidental paru à la fin des années 90, et de son édition ultérieure, appuyée sur le témoignage tardif d'un ancien officier du KGB, Veniamin Roussaïev. Les historiens de l'astronautique, depuis, contestent ces éléments. Aucun document d'archives connu ne confirme que Komarov ait dit ou écrit qu'il allait mourir. Aucun enregistrement de ses communications ne le montre. Dans la version qui circule aujourd'hui, Komarov et Gagarine auraient fait remonter en haut une note de 10 pages recensant 203 défauts de conception du vaisseau. Aucun document connu ne confirme cette note. Aucun original n'a été retrouvé. C'est un récit qui circule, et c'est tout. Dans la version qui circule aujourd'hui, Gagarine, le matin du lancement, aurait exigé d'enfiler le scaphandre pour prendre la place de Komarov. Aucune source contemporaine ne le confirme. Aucune note de Kamanine, aucune dépêche, aucun témoignage de l'époque. C'est une scène de film, pas une scène d'histoire. Dans la version qui circule aujourd'hui, on entendrait Komarov hurler ou maudire ses ingénieurs pendant sa chute, sur des captations attribuées à des amateurs italiens. Ces enregistrements ont été démontés depuis longtemps. Ils sont faux. Et il y a une raison technique qui les rend impossibles. À ce moment de la rentrée, il n'y avait plus de liaison radio. Le module de descente, entouré de plasma brûlant, est coupé du monde. Personne n'a pu enregistrer Komarov dans ces secondes-là. Personne. Et enfin, dans la version qui circule aujourd'hui, la catastrophe aurait été volontairement provoquée, ou quelqu'un aurait envoyé Komarov à la mort en connaissance de cause pour tenir une date d'anniversaire, pour ne pas déplaire à Brejnev. La pression des délais est réelle, documentée, écrite dans le journal de Kamanine. L'intention criminelle, elle, ne l'est pas. Rien, dans ce qui est documenté, ne permet d'accuser qui que ce soit de meurtre. Les ingénieurs du programme Soyouz ne sont pas des criminels. Ce sont des hommes pris dans un système de délai politique où dire non coûtait plus cher que dire oui. Et c'est cela, justement, qui est terrible. Car ce qui est vrai, et ce qui suffit largement, est plus dur que toutes ces inventions. Le vaisseau Soyouz était réellement mal préparé. 3 essais sans équipage sur 3 avaient échoué. Les ingénieurs le savaient. Le journal de Kamanine le montre, page après page. Et on a quand même lancé un homme. Un homme seul. Dans une cabine qui n'avait jamais volé sans panne, par une nuit d'avril, pour ne pas déplaire à un calendrier politique. Voilà l'histoire. Elle contient déjà 3 échecs d'essai, un homme lancé quand même, une chute à 140 km/h, un certificat de décès qui ment à la veuve, et 11 mois plus tard, la mort du héros national dans un accident d'avion. Cette histoire-là n'avait aucun besoin d'être embellie. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Une légende plus simple, plus romanesque, plus facile à partager, a fini par remplacer le récit réel sur les écrans du monde entier. Et c'est peut-être cela, au fond, le dernier malheur de Vladimir Komarov, que sa mort, déjà terrible, ait été transformée en scénario parfait.